Salut à tous, bienvenue pour une Alia Story sympa. Il s'appelle Joël Kosiolek. Il est arrivé il y a 3 ans. Il est papa de 3 garçons et on est ravis de l'accueillir ici. Bonjour Joël. Bonjour Catherine. Cathy. C'est pas grave, ok. Donc tu viens de Strasbourg à la base. Oui, tout à fait. Tu as fait déjà une tentative d'Alia quand tu avais 18 ans. Absolument. Quand j'avais 18 ans, quand j'étais plus jeune, j'ai fait une première Alia, on va dire, où j'ai passé un petit peu de temps en Israël. J'étais un petit peu à la Yeshiva. J'ai fait l'armée ici. Alors quand même, c'est une étape importante, l'armée, 1 an de sa vie, mais tu es reparti. Effectivement, je suis reparti, ouais. Je suis reparti. Puis j'ai fait ma vie en France ensuite. Ok. Alors, pourquoi tu avais décidé de faire ton Alia quand tu avais 18 ans? C'est par sionisme? À l'époque, religieux? Tout à fait. J'étais très, très, très idéaliste, très sioniste, très, très volontaire. Il fallait venir construire Israël. C'était vraiment ça à l'époque. Et puis, après, ça m'a un petit peu quitté. Le choc de l'armée était difficile? Mais en même temps, non. Non, l'armée, c'était une bonne expérience. Mais bon, voilà. C'est les hasards de la vie, on va dire ça on va dire ça. Ouais, les hasards et de finalement, la vie. tu as construit donc ta vie en France, à Strasbourg. Tu t'es marié, tu es devenu informaticien. Donc tu as étudié. Tout à fait. J'ai fait des études en France, ouais. Et tu avais toujours ça dans un coin de ta tête, revenir en Israël. Absolument, ouais. C'est quelque chose que j'ai jamais, une idée que j'ai jamais abandonnée. Maintenant, c'est vrai que quand je me suis marié, ma femme à l'époque n'était pas tout à fait prête à ça. Donc, c'était pas au programme de la famille Kosiolek, l'Alia. C'était pas au programme au départ. Pas du tout même. Vaguement. On va pas dire pas du tout, mais pas vraiment. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le temps a passé, et puis apparemment les choses ont cuit doucement, tout doucement. C'est quoi, c'est le climat en France et les enfants qui grandissent? Non, même pas. Non, je crois que quelque part, ma femme aussi a toujours voulu, a toujours eu ça quelque part dans un coin de sa tête, mais ça semblait... La réalisation semblait impossible. Voilà, compliqué. Ça semblait trop compliqué, ça semblait loin. Et puis en plus, avec des garçons, il y avait l'inquiétude de les voir faire l'armée. Elle n'est pas la seule. Non, j'imagine bien qu'elle n'est pas la seule. Et puis un beau jour, il y a 2-3 ans avant notre Alia, il y a quelque chose qui a commencé à apparaître, on va dire. On commençait à parler de possibilités de vivre en Israël, mais c'était pas concret du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était un petit peu vague. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est difficile à dire. C'est quelque chose qui s'est... Un jour, vous êtes réveillé, vous avez dit on s'en va? Un jour, on était en vacances. On était en vacances en France, au bord de la mer. Et puis... ma femme me dit écoute, je crois que c'est maintenant. Alors je dis c'est maintenant quoi? Mais c'est maintenant. Je crois que c'est maintenant. On part en Israël. Maintenant, ça y est. Ça y est, t'es sérieuse? T'es pas sérieuse? Mais je dis si, je suis sérieuse. Mais comment on va faire ça? Du coup, c'est vous qui étiez angoissé. Du coup, c'est moi qui me suis retrouvé angoissé, exactement. C'est moi qui me suis retrouvé angoissé. Et puis finalement, il s'avérait que la situation étant... j'avais une situation professionnelle qui était un petit peu délicate à ce moment-là. Vous étiez développeur en informatique. Tout à fait. Voilà. J'étais développeur en informatique. Donc un métier quand même qui s'exporte bien ici. Un métier qui s'exporte très bien ici. Ouais. Ok. C'était un petit peu délicat au travail, ce qui m'a permis de facilement négocier un départ en France avec une rupture conventionnelle, ce qui a permis de mettre un petit peu d'indemnité et donc de payer un déménagement. Et en fait, en 6 mois, on était là. Alors, en 6 mois, vous étiez là, vous n'aviez pas forcément organisé un boulot, donc vous n'aviez pas de boulot, mais comme vous étiez dans l'informatique, ça ne devait pas être trop inquiétant pour vous. C'est ça. En réalité, on a passé plus de temps à préparer les modalités techniques de l'Alia, et parce que pour moi, clairement, dans ma tête, je savais que développement informatique en Israël, je trouverais du travail. Okay. Alors, comment on choisit une ville pour venir s'installer en Israël quand on se décide comme ça en 6 mois?
Est-ce que vous connaissiez bien le pays? Vous étiez de ceux qui venaient tous les étés avec leurs parents quand ils étaient jeunes? Moi, je connaissais bien. Je connaissais bien. Enfant, on venait pratiquement tous les ans avec mes parents. Plus tard, je venais un peu moins souvent, mais je venais aussi pas mal. Moi, depuis tout petit, je me suis senti à la maison à Jérusalem. Ma femme est venue beaucoup moins. Maintenant, quand elle est venue, elle s'est sentie bien aussi à Jérusalem. Et puis, on a fait un voyage de préparation dans très peu de temps après la décision de l'Alia, en fait. Vous avez été visiter quelle ville? On a visité Modine, on a visité Ra'anana, on a visité Jérusalem. Et c'est à Jérusalem qu'on s'est senti à la maison. Ouais, tout de suite. Immédiatement. Ça a été instantané. Ça a été... les autres, bon, pourquoi pas, oui. Et là, Jérusalem, c'était là. Okay. C'était l'évidence. Ça s'est posé comme une évidence. Donc, à peine arrivé, vous installez, vous trouvez un appartement, vous posez vos valises. Oui. Et puis, vous avez quand même un peu de famille ici qui vous dit « File-moi un CV, je vais te trouver du travail. » Exactement. La famille me dit « Tiens, passe-nous ton CV. » Je dis « Mais mon CV, il est en français, il n'est pas prêt. » Oh, c'est pas grave. Bon, je vais au moins le traduire en anglais. Alors, j'ai vite fait un truc traduit en anglais, un petit peu adapté. J'ai essayé tant bien que mal. Très peu de temps, quoi. Très peu de temps. À peine arrivé. Une semaine après, bon, je me dis, allez, je fais ce CV. Et puis, je fais ce que je peux. Je sors quelque chose. Je l'envoie à de la famille. Ils font circuler. Et puis, une semaine après, je commence à recevoir des coups de fil. On me fait des propositions de travail. Ça a circulé très très vite. Très surpris. Ouais, j'étais très très surpris. Je m'attendais pas du tout. Vous avez peut-être décidé de faire la pause. Vous aviez peut-être décidé, de ne pas travailler tout de suite. Initialement, j'avais prévu de pas travailler si vite que ça. Je m'étais dit, ce serait bien de trouver en 3-4 mois. Puis là, ça faisait 3 semaines qu'on était là. Je recevais des coups de fil. Je suis allé passer des entretiens. Et puis, au bout de moins d'un mois, en fait, j'ai eu plusieurs propositions, dont une proposition d'Anatel. Donc Anatel, la société de Liron Shimoni. Tout à fait, la société de Liron Shimoni. Qui vous a proposé quoi, un job de développeur? Qui m'a proposé un job de développeur. Et exactement. Les autres propositions, c'était des propositions de boîtes israéliennes? J'ai eu des propositions de boîtes israéliennes, j'ai eu une proposition d'une boîte qui bossait plutôt avec la France, mais en Israël. Alors pourquoi vous avez choisi de plutôt accepter cette proposition-là plutôt que les autres? J'ai choisi la proposition d'Anatel, il y a eu plusieurs raisons à ça. D'abord, j'avais clairement une préférence pour travailler à Jérusalem. Okay. J'ai eu des propositions qui étaient plus dans le Merkaz, Tel Aviv, Ra'anana, des choses comme ça. Le fait de me dire il faudrait prendre la voiture tous les jours. Il faudrait faire 1h30 de voiture tous les jours, aller et retour. Ça, c'est sûr que c'est un élément qui a joué au départ. Ensuite, il y avait quelque chose, j'ai eu un feeling de quelque chose d'intéressant chez Anatel aussi. Et puis voilà, quoi, la proposition était correcte. La proposition était correcte, donc j'ai fini par prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que vous y êtes toujours? Effectivement, j'y suis toujours. Ouais. Donc vous avez, j'imagine, évolué. Vous êtes rentré en tant que développeur, tout simplement. Voilà, je suis rentré en tant que développeur et effectivement, je pense que j'ai bien fait parce que la proposition était mieux que correcte, parce que on a su chez Anatel reconnaître mes capacités, ce que je savais faire. Et donc, au bout d'à peu près 2 ans chez Anatel, il y avait Michael Morchelevich, le directeur technique, qui avait une charge de travail peut-être un petit peu trop importante. Et donc, Liron m'a proposé de partager cette charge et de m'occuper donc de l'équipe de développeurs. L'équipe de développeurs qui était en pleine croissance. Vous gérez combien de personnes aujourd'hui? On a continué. Aujourd'hui, on a une équipe de 9 développeurs. Ok. On a une équipe de 9 développeurs. Équipe de développeurs qui s'est beaucoup développée depuis que je suis arrivé. Quand je suis arrivé, on était 4.
Et voilà, on est en train de préparer des projets qui... J'imagine. Plein de choses. Plein de choses qui devraient arriver. Bon, on rappelle juste que l'activité principale d'Anatel, c'est bien sûr les télécoms. Tout le monde connaît la structure pour la télévision en français qui arrive dans les foyers, mais le gros quand même, c'est les télécoms. Alors, est-ce que c'était un bon choix pour l'intégration d'intégrer une boîte franco-israélienne, on va dire? En général, il y a toujours du pour et du contre. Il y a du pour et du contre. Il y a vraiment du pour et du contre. D'abord, Anatel, c'est un petit peu particulier. On n'est pas dans le cadre des call centers ou des sociétés qui sont en Israël, mais qui travaillent majoritairement avec la France. C'est une société israélienne qui travaille majoritairement en Israël, mais surtout pour le public franco-israélien. Donc c'est vrai que le travail est en français, mais on est complètement intégré on est dans l'économie israélienne. Le travail est en français, mais pas que, d'après ce que j'ai pu comprendre. Effectivement, le travail est majoritairement en français, mais pas que. Dans l'équipe de développeurs, on a des développeurs non francophones, en particulier un développeur qui parle que hébreu, donc il parle anglais aussi, mais bon. Donc il y a des réunions qui se font, des réunions de travail avec lui se font en hébreu, etc. Donc on travaille pas qu'en français, même si le travail est quand même beaucoup en français. Ça permet quand même effectivement une intégration. Maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, le travail étant principalement français, on s'adresse principalement à une clientèle française. Pour mon intégration personnelle, c'est pas le travail qui a le plus aidé. Voilà. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas-là? Parce que malgré tout, c'est aussi bien de se sentir bien, d'aimer son job. Donc, c'est votre cas. Tout à fait. Donc, ça aussi, ça compte dans la réussite de l'ALIA. On ne peut pas l'ignorer. Alors, comment on peut faire pour garder cette espèce de confort de vie? Parce qu'après tout, on a bien le droit de ne pas avoir de maux de tête quand on part au travail, de savoir qu'on va maîtriser ce qu'on va faire et qu'on est bien dans l'équipe. Donc, ça, c'est important. Parfois, ça se passe en français. C'est votre cas. Alors, comment on fait pour, malgré tout, ne pas perdre pied avec la société israélienne et ne pas vivre entre franco-français? Même si, j'imagine, c'est le cas. C'est un peu le cas. C'est clairement un peu le cas. Vous n'êtes pas tout seul non plus. Non. Ne vous inquiétez pas. Je le sais bien. On a plein de voisins... Voilà. Des sociétés françaises autour de chez Anatel, avec des gens qui travaillent beaucoup en franco-français aussi. Moi, personnellement, j'ai personnellement tenu à faire un effort particulier là-dessus. Sachant que je travaillerai en français, je m'impose personnellement de lire de l'hébreu tous les jours, de la presse en hébreu, écouter, parler autant que je peux. Un temps consacré dans votre journée à ça, ou c'est un peu... J'ai pas un temps consacré, c'est quand ça vient, quand ça peut, mais je m'oblige. Je m'oblige vraiment. Si vous voyez au bout de la journée que vous ne l'avez pas fait, vous le faites. Eh ben, je le fais. Si je vois au bout de la journée que je ne l'ai pas fait, je vais sortir des articles sur Internet, etc., en hébreu, sur des sites vous allez les lire. Je vais les prendre, je vais les lire, etc. Et c'est vrai qu'au début, ça a été très laborieux. Au début, c'était vraiment un effort difficile de m'obliger à prendre un article au début, aller jusqu'au bout. C'était parfois très dur. Mais alors, il y a avec le temps, la facilité vient. Bien sûr, ça avance forcément. On dit que la meilleure méthode pour lire l'hébreu, c'est d'en lire le plus possible. Ouais. C'est le meilleur conseil que les profs d'hébreu donnent. Comment on fait quand on est confronté à du vocabulaire qu'on ne connaît pas? On le cherche aussi? Vous allez jusque-là? On cherche. Ouais. Ben, vous êtes bien, hein? Je le cherche. j'ai mis... Bon, voilà, je suis quelqu'un de technique, informaticien. J'ai mis, comment ça s'appelle, un truc de dictionnaire sur mon smartphone, là. Reverso, voilà. Reverso contexte, et puis je cherche les mots. Des fois, ils le trouvent pas. Je les cherche autrement avec Google. Je me débrouille comme je peux. Et c'est vrai qu'au début, on passe beaucoup de temps à chercher. Est-ce que ça fait du bien, ça, cet effort-là, ou pas encore? Oui. Moi, ça fait du bien. C'est pas facile. Ça fait du bien. C'est un effort. C'est un vrai effort au départ. Au départ, c'est un vrai effort. J'ai vraiment dû me forcer. J'ai dû m'obliger. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pousser au derrière, et ça finit par donner une vraie satisfaction. Ça finit par donner une vraie satisfaction parce qu'au bout de 3, 4, 5, 6 mois de faire des efforts, on se rend compte qu'on n'est plus dans la lecture laborieuse, qu'on est toujours très lent, mais que on n'est plus à trébucher sur chaque mot. On commence à réussir à comprendre un peu plus. Puis au bout d'1 an et demi, on se rend compte que
on lit lentement, mais on lit. On n'est plus à déchiffrer et avoir du mal. On lit vraiment. Et au bout d'un moment, au bout de 3 ans, on lit un article en hébreu sur un site d'information, peut-être pas comme on le lirait en français, mais avec une compréhension pas loin. On a vraiment progressé, avec une compréhension proche de ce qu'on peut lire en français. Toujours un petit peu plus lent. C'est un joli exemple à donner pour les enfants aussi, parce que vous avez parlé de vos 3 garçons, de voir que vous aussi, vous faites l'effort. Je pense de montrer qu'on ne s'arrête pas à rester assis sur ses acquis, qu'on commence, en ayant commencé une nouvelle vie, on est prêt à essayer de faire l'effort supplémentaire, pas juste d'avoir fait le pas, mais de continuer de le faire au quotidien. Je pense que c'est un exemple pour les enfants. Ouais. Eh bien, mon cher Joël, sur cet engagement, j'espère que vous avez donné envie à d'autres de faire comme vous, de vous asseoir et de pratiquer l'hébreu, même si on a un petit niveau. Chaque jour, on peut progresser. Les projets, c'est continuer, j'imagine, comme dit la chanson ? Les projets, pour l'instant, c'est continuer, ouais. Ok. Eh bien, on vous souhaite une belle route en Israël. 3 ans, c'est tout frais. Que des bonnes choses. Merci beaucoup. De rien. Merci d'être venu nous voir. Ça fait plaisir d'avoir été avec vous. Partagez. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.